Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur le groupe auteur-blogueur et lecteur en passion pour ce live exceptionnel avec Marie-Blanche Cordoue dans le cadre des Nuits de la lecture. Donc Marie-Blanche, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Voilà, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation du groupe pour venir parler des Nuits de la lecture, la 6e édition. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler, de nous dire pour ceux qui ne connaissent pas quel est cet événement. Mais en tout cas, voilà, merci à toi d'être là ce soir. Le thème ce soir sera l'amour. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est la 6e édition de ces Nuits de la lecture qui sont organisées par le ministère de la Culture et qui ont pour but de promouvoir pendant 3 ou 4 journées la lecture dans les bibliothèques, dans les librairies, n'importe quelle association qui a envie de participer à ce mouvement de lecture peut proposer un programme pendant ces 4 jours. Alors, ce n'est pas forcément des nuits, mais c'est vrai que ça se fait souvent en soirée. Et le but, c'est de lire essentiellement des extraits de livres et de parler de romans, d'auteurs, d'écrivains. Voilà. Donc, vous savez que moi, j'aime faire ça. Hein. Alors, autant le faire aussi pendant un moment convivial et un moment qui est recommandé par le ministère de la Culture, tant qu'à faire. Eh ben, écoute, merci à toi pour cette présentation. Tu l'as dit, tu auras l'occasion de nous présenter des livres coup de cœur sur le thème de l'amour et de nous lire des extraits. Je tiens à saluer tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que Talibanière est là, Valérie Chopin, André Sébastien, Bibicha Bibiche qui est là. Donc bonsoir à vous, bonsoir à toutes. Rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Marie-Blanche Cordoue, tu es toi-même auteur de romans. Tu es également chroniqueuse radio sur France Bleu Provence chaque matin. Donc, il y a des enregistrements là qui vont reprendre prochainement, hein, tu le disais. Tu es également aussi chroniqueuse TV sur France 3. Et bientôt, tout prochainement, également rédactrice de chroniques littéraires sur francebleu.fr. C'est bien ça. Voilà, tout à fait, oui. C'est nouveau, là, je suis en formation et à partir de la semaine prochaine, je pourrai faire des chroniques écrites sur le site de francebleu.fr, mais vous en saurez plus en me suivant sur mes pages. Voilà, donc effectivement, on a mis la description un petit peu plus haut de ta page, donc Marie-Blanche Cordoue, et également d'un groupe littéraire que tu as créé où on peut retrouver également toutes tes chroniques. Tout à fait, mes chroniques littéraires sur une page, sur un groupe de Facebook. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Marie-Blanche. Bien entendu, Marie-Blanche, écoute, nous t'écoutons. Tu as fait une sélection de 8 romans sur le thème de l'amour dans le cadre de cette 6e édition des Nuits de la lecture. Est-ce que tu peux commencer à nous présenter ces romans? Oui, alors j'ai essayé de faire un horizon de tous les amours possibles par rapport à tous les livres que j'ai reçus dernièrement. Hein. Et donc, en fait, il y a plusieurs types d'amour. Il y a la passion, il y a l'amour intergénérationnel, il y a l'amour filial, il y a l'amour, on va dire, aussi l'amour pour tous. Voilà. Donc, c'est un peu l'étendue de ce que je vais vous présenter ce soir. Et on commence par un roman historique qui m'a vraiment beaucoup transporté dans l'histoire de l'Égypte, qui m'était inconnue, je dois vous le dire. Et c'est en fait l'histoire d'une passion, la passion que l'on peut avoir pour son métier, l'amour que l'on peut avoir pour son métier. Et c'est ce que l'on retrouve dans le premier livre, La prophétie de Thoth. Voilà, donc je pense que je vous le montre, mais de toute façon, vous devez avoir le visuel. Voilà, donc La prophétie de Thoth de Pierre-Louis Besson, mais c'est aux éditions Nombre 7. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va suivre l'histoire de Leïla, qui est une archéologue qui est au Caire et qui va découvrir avec ses archéologues stagiaires une tablette sur laquelle est écrit un message d'une prêtresse égyptienne qui date de l'Antiquité égyptienne. Et ce message, une fois qu'il est traduit, expliquerait que cette prêtresse Anuba aurait pour mission de revenir maintenant, dans notre époque. Et elle était missionnée par Thoth. Alors Thoth, c'est le dieu grec qui est un peu l'équivalent, on va dire, de Hermès dans la mythologie grecque. Voilà. Et en parallèle, on suit Luc, qui lui est un historien en France et qui va aller à Marseille à la Vieille Charité pour une exposition sur l'Égypte antique et qui se retrouve devant une momie, la momie d'Anuba. Et là, il se retrouve complètement transporté avec un mal de ventre terrible. Il se demande qu'est-ce que c'est. Il a des vibrations qui le perturbent.
Et puis, Luc et Laïla vont se rencontrer. Je vous laisse découvrir bien sûr l'histoire. Et on découvre un troisième personnage qui va venir se raconter au milieu de ces deux autres personnages, qui est Anuba elle-même, la prêtresse, et qui va intervenir de temps en temps. Alors, je vais vous lire pour chaque livre un passage qui va peut-être vous donner envie de continuer l'histoire. Alors là, il s'agit de Anuba, qui est donc la momie, et qui est dans la salle d'exposition et qui est donc maintenant enfermée dans son corps. Anuba. Une pensée, je ne suis qu'une pensée, un être au milieu de pensées qui se bousculent dans ce corps mort depuis tant de temps, depuis des milliers d'années. Que suis-je en vérité? J'ai l'impression de me réveiller. J'ai oublié qui j'étais, qui je suis, j'émerge. Je sais seulement que je suis enfermée dans ce néant, dans ce corps craquelé et sec, dans ce sarcophage. Comment pourrais-je m'échapper de là? Ma conscience ne peut aller plus loin. J'ai l'impression d'être emmitouflée dans un cocon. Je perçois dans cet espace réduit de minuscules insectes aller et venir sur mon corps. Certains cherchent à y entrer, mais mon sanctuaire est ailleurs. Il est ma conscience, car je pense, je réfléchis, je voyage dans mes souvenirs, mais il est désormais impossible de franchir l'espace de ce cercueil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je devrais retourner vers d'autres sphères, voir le royaume des étoiles immobiles. Au lieu de cela, je suis prisonnière de mes propres pensées. Je tourne en rond dans mes pensées. Voilà, donc c'est le discours d'Anuba. Et on suit l'histoire, donc on remonte dans le temps de Anuba qui va devenir une prêtresse. Enfin, on apprend énormément, parce qu'il y a beaucoup de recherches culturelles de la part de Pierre-Louis Besombe sur toute cette période de l'Antiquité égyptienne. Et c'est une belle histoire d'amour, de passionné de l'archéologie. Et je pense que l'auteur est aussi un grand passionné de cette histoire de l'Égypte. Et ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Je vous rappelle le titre, La prophétie de Thoth, de Pierre-Louis Besombe. Et c'est aux éditions Nombre 7. Écoute, merci Marie-Blanche donc pour cette présentation. Pour ceux qui s'en souviennent, on a eu l'occasion la semaine dernière de recevoir justement Pierre-Louis qui est venu nous parler de l'Égypte, le live qui a été énormément suivi. Donc encore une fois, merci pour cette belle présentation. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Marie-Blanche y répondra. On va te laisser continuer à présenter tes romans et ensuite on répondra aux questions. Alors, on enchaîne avec une sortie. C'est sorti la semaine dernière, le dernier roman de Serge Scotto. Alors, Serge Scotto, vous savez, il est connu pour cette fabuleuse série de BD de Marcel Pagnol, où il est co-scénariste. Il a repris tous les livres de Marcel Pagnol en bande dessinée. C'est un succès phénoménal. Bon. Mais on connaît moins le côté de Serge comme romancier, c'est un fabuleux romancier, et il s'est lâché, et on trouve dans ce roman toute sa plume, tout son humour un peu caustique, c'est vraiment fabuleux. Alors, ça s'appelle presque une histoire d'amour, on est dans le thème ce soir. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, on suit l'histoire de René, un vieil homme, un octogénaire un peu bougon, qui est veuf, qui est enfermé un peu dans ses principes, et qui va prendre une autostoppeuse, Stéphie, une jeune fille de 20 ans, complètement écervelée, un oiseau tombé du nid, mais pas d'un nid vraiment très douillet non plus. Et il va la recueillir chez elle, et donc va se créer une cohabitation complètement insolite, farfelue entre ces deux personnages, une presque histoire d'amour. Alors vraiment, je peux vous dire que on rit, on s'interroge à travers les yeux de René, qui est un, j'ai trouvé ce mot, c'est un philosophe. Voilà, c'est entre le philosophe et le fou. Et je trouve vraiment captivant ce vieillard un peu antipathique, mais sympathique en même temps. Voilà, on s'attache au personnage. Donc, c'est vraiment une très belle histoire, jusqu'à ce que ça vire et ça dégénère. Et là, écoutez, c'est du grand Scotto. Moi, je vous dis, plongez-vous dedans. Alors, je vais vous lire un extrait. Encore une fois.
Donc, j'ai choisi un passage, si je me souviens bien. Oui, c'est quand René va à Sanary. Voilà, donc parce qu'on est aussi, hein, ça se déroule dans notre belle région, tant qu'à faire. Et donc, il décrit un peu l'endroit de Sanary. L'été, Sanary appartient aux touristes. L'atmosphère y devient rapidement insupportable et l'humanité grouillante, la chaleur accablante et la moindre promenade un calvaire. Il faut fuir. J'ai persuadé Elisa, donc Elisa c'est un autre personnage qui rentre dans le roman, vous verrez, de m'accompagner chez ma sœur, lui vantant les délices de la Drôme provençale. J'ai promis que l'air de la campagne ferait le plus grand bien à la jeune maman comme au petit. Ginette a été assez étonnée d'apprendre que je lui amenais du monde, d'autant que je ne lui avais jamais parlé de ma nouvelle amie. Je ne lui avais pas parlé non plus de Stéphie, et je n'ai d'ailleurs aucune intention de le faire. J'ai prévenu ma sœur que cette année nous resterions sans doute davantage. Je ne demande pas mieux, a-t-elle aussitôt répondu au téléphone, soucieuse de me mettre à l'aise. La perspective de jouer les grands-mères la connaissant n'a pas dû être non plus pour lui déplaire. Si tu n'as plus peur que le ciel te tombe sur la tête, a toutefois perfidement rajouté Ginette. Mon silence à l'autre bout du fil l'aura comblé, car je suis certain de l'avoir entendu sourire. Je ne soupçonnais pas que ma petite sœur ait, peut-être depuis longtemps, démasqué ma frayeur païenne des dieux de la montagne, et je me suis sentie ridicule. Après tout, disparaître sous un éboulement à mon âge me priverait au moins des affres de mes derniers jours et m'offrirait en consolation une mort bien originale et probablement les honneurs des journaux. Voilà, c'est un petit peu un extrait des réflexions de René, hein, qui nous distille comme ça et là, entre deux aventures, avec tous les personnages un peu rocambolesques de ce roman. Alors, c'est une nouvelle maison d'édition marseillaise fabuleuse, Nara Prod Édition, hein, et c'est donc de Serge Scotto. C'est presque une histoire d'amour. Voilà. Eh bien, écoute, merci encore une fois Marie-Blanche. Hein, donc, comme on l'a dit, hein, presque une histoire d'amour de Serge Scotto, qui est donc édité, tu disais, c'est Nara Prod, qui a été créée et ouverte par notre ami François David. Tout à fait. Voilà. L'organisateur du Festival du Livre de Marseille, pour ceux qui connaissent. Voilà, et qui marche très très bien. Alors, on enchaîne avec un roman auto-édité que j'ai reçu, je crois c'était en octobre ou novembre l'année dernière, de Alexia Jean, A.L. Jean, Ce qu'il reste après tout. Où là, eh bien écoutez, c'est une histoire qui se passe pendant le confinement. Alors, on est vraiment dans le confinement de 2020, le confinement strict que nous avons tous vécu. Ce sont ces 3 mois où une famille va se retrouver. Alors, elle va se retrouver enfermée, mais elle va aussi se retrouver. Et ça, c'est très important. Le couple, Victoire et Clément, est en train de traverser une crise. Voilà, ils sont tous les deux imbibés dans leur routine, dans leur travail, dans leur vie. Ils ne se regardent plus, ils ne s'aiment plus comme avant. Et autour d'eux gravitent ces enfants, dont la dernière, qui est un peu venue sur le tard, une petite fille qui est encore à la maternelle, et 2 grands ados qui n'arrêtent pas de se disputer. Donc cet univers-là, comme ça, va cohabiter 24 sur 24 tout le temps ensemble, et ils vont réapprendre à se connaître, et notamment le couple, à se redécouvrir, hein, puisqu'on parle de l'amour. Et donc, Victoire et Clément sont dans une crise, et je vais vous lire un passage, justement, où Victoire doute de la fidélité de Clément, et elle découvre, enfin, elle pense, ou elle découvre, qu'il la trompe. Voilà. Est-ce que tu me trompes, Clément? Il reste sans voix une poignée de secondes, et ce laps de temps me suffit pour comprendre que j'ai vu juste sur toute la ligne. Je sens mes yeux se remplir de larmes et sans prendre le temps de réfléchir, je décide de m'enfuir de la maison avant qu'il n'ait le loisir de me voir pleurer. Il ne cherche même pas à me retenir lorsque je le bouscule pour quitter la pièce au plus vite. Je traverse le jardin d'un pas vif, je passe devant les enfants sans les regarder et il me semble percevoir la voix de Samuel qui me hèle. « Hé, maman, tu joues avec moi ou pas ?» Je ne peux pas lui répondre, je suis déjà loin. Je me précipite dans la rue déserte et me mets à courir comme une perdue. Je ne sais pas où je vais, mais j'avance. J'avance pour m'éloigner de la douleur, pour ma survie. Je ne retiens plus mes larmes que je sens couler abondamment le long de mon visage. Je quitte la route, m'enfonce dans les sous-bois
Le dénivelé m'oblige à ralentir le pas. Mon cœur, endolori par le chagrin et l'effort, tambourine à toute vitesse dans ma poitrine meurtrie. Je me fais violence et poursuis ma douloureuse ascension au milieu des chênes et des amandiers. Mes cuisses protestent, mais je m'acharne. Dépasser la douleur de mes membres peu habitués à l'effort physique me permet de ne plus me focaliser sur celle qui déchire mon âme. Surprise par une racine contre laquelle mon pied s'accroche, je m'étale de tout mon long sur le sol, tête la première, dans la mousse et les feuilles. Je tente de me redresser, mais la tristesse et la colère m'accablent. Je me mets alors à hurler et à tambouriner sur le sol avec rage, mes poings faisant voler brindilles et cailloux dans tous les sens. Mes cris se transforment pourtant bien vite en sanglots que je laisse éclater sans retenue, le visage enfoui dans la mousse fraîche. J'ignore combien de temps je demeure ainsi dans cette position, mais lorsque je me décide enfin à lever le nez, je me sens complètement vidée et stupide. Voilà, donc on suit comme ça. Alors c'est un roman polyphonique, c'est-à-dire que tous les personnages de l'histoire sont tour à tour narrateurs. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a l'histoire racontée dans les yeux de tous les personnages. Donc c'est une très très belle écriture. Je vous invite vraiment à le lire. Un très beau moment. Voilà. Merci Marie-Blanche donc pour la présentation de ce roman. Je tiens à saluer toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, dont Tali, autrice elle aussi, qui nous dit « J'ai beaucoup apprécié ce roman d'Alexia, des personnages bien travaillés et très attachants. » Voilà. Tout à fait. Alexia Jean, ce qu'il reste après tout. Alors, on continue avec le dernier roman de Serena Giuliano. Alors, Serena Giuliano, je l'ai rencontrée au Festival du Livre de Marseille. Elle était juste derrière moi. Et j'ai vu quand même comme ça une queue de jeunes filles qui étaient devant elle. Je me suis dit, bon, alors il faut que je découvre ses lectures. Elle est italienne. Et elle est arrivée en France il y a peu de temps, mais elle écrit en français et elle a écrit 2 livres qui ont beaucoup de succès, c'est Ciao Bella et Mamma Maria. Et son dernier, c'est Luna. Alors, qu'est-ce que c'est comme amour? Eh bien, c'est l'amour de son pays dans cette histoire. C'est l'amour de Naples. En fait, Luna, elle est napolitaine et elle vit à Milan et elle est obligée. Elle est rappelée par son père qui est malade et elle doit retourner à Naples. Mais elle n'a pas envie de retourner à Naples. Ça fait longtemps qu'elle a oublié un peu la vie napolitaine, qu'elle a oublié tout ce qu'elle peut avoir comme différent avec son père. Mais comme il est malade, elle est bien obligée d'y aller. Mais en retournant à Naples, eh bien, elle retourne sur sa terre, elle retourne sur ses racines et elle retrouve le soleil, l'ambiance, l'amour de ses origines qui lui reviennent comme ça dessus, comme un boomerang, et dont elle ne peut échapper. Voilà. Et je trouve ce roman très, très beau. Donc, vraiment, à vous de le découvrir avec une plume très sympathique, très moderne, d'une jeune fille très moderne. Donc, je vais vous lire un passage également de ce texte. Je m'appelle Luna à cause ou grâce, j'aime bien mon prénom après tout, à une chanson de Gianni Toni, sortie en 1980, que mon père écoutait en boucle et chantonnait tout le temps. Le texte est un cri d'amour à une femme et à la lune et qui, d'après une interview, fascinait le chanteur et aussi mon papa. Ma mère n'était pas tout à fait convaincue par ce prénom. Et puis, je suis née une nuit où la lune était pleine. Ma mère également, pour le coup, et elle y a vu un signe. Au fil des années, elle m'a dit être finalement heureuse de ce choix. Elle trouvait que ce prénom m'allait bien, qu'il était fait pour moi. Elle me soufflait que j'étais discrète, silencieuse, élégante, comme la lune. Comme la lune. Il faut dire que ma mère a toujours été ma plus grande supportrice. Je ne sais pas si nous avons vraiment des points communs, la lune et moi, mais je suis persuadée que les prénoms et leur histoire influencent quelque part la personne qui les porte. À quelques exceptions près, évidemment. J'ai une amie, par exemple, qui s'appelle Serena et qui est tout sauf sereine. C'est une angoissée chronique. Alors, est-ce qu'elle fait référence à elle-même puisque c'est l'auteur qui s'appelle Serena? Ça, je ne sais pas, c'est un petit clin d'œil. En rentrant à l'appartement ce soir-là,
Je décide d'écouter la chanson dans la voiture et je ne sais si c'est la mélodie, le coucher de soleil qui s'annonce sublime, l'air doux et printanier, mais pour la première fois depuis que je suis arrivée, je dois admettre que je ne déteste pas le fait d'être ici. Je vais essayer d'ouvrir un peu plus grand les yeux et de changer de perspective et qui sait, réussir à voir cette ville sous un jour meilleur. Et bien sûr, elle parle de Naples. Voilà. Et petit à petit, elle va réapprivoiser la ville où elle est née, la ville qu'elle a tant aimée et qu'elle avait abandonnée finalement. Donc moi, je trouve ce livre magnifique, hein, le retour aux racines, c'est vraiment l'amour de sa ville, de son pays, de son histoire. Je trouve ça très très beau. Un très beau roman. C'est aux éditions Robert Laffont. Luna de Serena Giuliano. Écoute, merci Marie-Blanche encore une fois donc, pour cette présentation donc, de Luna de Serena Giuliano. Hein, puisqu'on rappelle hein, pour ceux qui nous rejoignent que tu es présente ce soir donc, pour nous parler des nuits de la lecture et nous présenter donc, tes livres coup de cœur hein, sur le thème de l'amour, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Le thème de cette année, c'est Aimons toujours, aimons encore. Voilà, donc c'est la 6e édition de cette nuit des lectures en partenariat avec le ministère de la Culture. Donc encore merci à toi d'être là ce soir pour nous présenter ces romans. Je rappelle hein, que s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, voilà, Marie-Blanche y répondra. Ensuite, tu voulais donc nous présenter un roman d'un auteur qui était aussi au Festival du Livre de Marseille et que nous aurons la chance de recevoir donc la semaine prochaine en live. C'est Pierre Grand Dufay pour le roman Les vagues ne meurent jamais. Alors oui, et c'est aux éditions Christine Bonneton. Alors, je peux vous dire que cet auteur, c'est son 2e roman, et je trouve que sa plume est vraiment fantastique, d'une sensibilité exceptionnelle. Je me suis régalée autant au point de vue de la culture générale et des connaissances que j'ai apprises, autant par la sensibilité, la douceur de ce roman. Alors, Les vagues ne meurent jamais. Eh bien, alors il vous en parlera sans doute mieux que moi, mais pour un peu essayer de vous donner l'idée du livre, on est en 2030, oui c'est ça, 2030, je ne vais pas me tromper, et on est à Manhattan, et c'est Robert, un riche industriel américain, qui a une société qui est vraiment dans l'évolution la plus absolue au niveau de l'intelligence artificielle, et il a comme ambition de créer un avion solaire, c'est-à-dire qu'un avion dont l'essence, enfin le carburant serait le soleil et il se, on va dire, pourrait se déplacer à l'énergie solaire, il s'auto-suffirait. Voilà, donc il est en train de créer cela et ça peut marcher, mais malheureusement, eh bien voilà, Robert, eh bien, il va être victime d'un accident tout bête, je vous laisse découvrir comment, et il va mourir. Et qui va être obligé de reprendre son entreprise? Son fils Elliot, qui lui est plutôt un surfeur, qui n'a pas du tout l'idée de ce qui est le management d'une entreprise et qui est plutôt dans ses vagues, justement, et avec ses amis. Eh bien, il va être obligé de se retrouver à la tête de l'entreprise de son père, avec tout ce qui gravite autour, le personnel, les directeurs adjoints qui peut-être sont malveillants ou bienveillants. Et puis Roxane, qui est un personnage à part entière et qui est un robot fantastique, hyper évolué, qui était, on va dire, la fidèle associée de son père. Mais il n'y aura pas que Roxane, il y aura aussi Robert, le père, qui va revenir d'une manière tout à fait insolite, qu'il faut découvrir dans le livre, tout à fait original, qui peut être, on va dire, le symbole de l'immortalité pour plus tard dans l'intelligence artificielle. Donc, à travers cette histoire vraiment fantastique d'amour filial, d'amour d'un fils pour son père, d'un père pour son fils, et puis aussi la mère qui est partie trop tôt, on découvre aussi tout ce qui peut exister comme progrès à venir, tout ce qui est le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Donc vraiment un très beau roman, sensible, avec beaucoup d'amour. Il y a une histoire d'amour aussi à l'intérieur avec Elliot. Voilà, donc tous les ingrédients sont réunis pour vous faire voyager
dans le temps et dans le futur cette fois, c'est rare. Voilà, donc je vous recommande vraiment hein, Les vagues ne meurent jamais de Pierre Grand-Dufay aux éditions Christine Bonneton. Alors j'ai choisi encore un petit passage. Alors que je ne me trompe pas. Voilà. Un franc soleil, c'est Eliot, hein, un franc soleil illumine les stèles immaculées, parfaitement alignées sur un gazon impeccablement tondu. Eliot regarde ce paysage étonnant à travers la vitre fumée de la grosse limousine noire qui avance au pas. Il se sent étranger à ce qui se passe, n'a jamais mis les pieds dans un endroit aussi impressionnant. Les mains à plat sur la banquette de cuir noir, il reste silencieux. Imagine son père dans cet énorme cercueil d'acajou verni rigide, la tête posée sur un coussin de dentelle champagne. Il a changé 2 fois de chemise, trop mal à l'aise dans ce costume sombre pour lequel il n'a pas donné son avis. Il porte des lunettes noires, préfère que nul ne puisse voir la tristesse ancrée dans ses yeux, le protocole parfaitement réglé, le stress. Un militaire lui montre un siège installé à l'écart face à un catafalque fleuri. Un peloton est en ligne, arme à l'épaule, impassible et sévère, non loin d'une tribune et d'interminables rangées de sièges identiques. Il reste debout, observe le défilé des limousines. Scott se tient à quelques pas, rassurant. Un bel endroit, oui, c'est impressionnant et un honneur aussi. Arlington, ce n'est pas rien, et loin de maman, beaucoup trop loin. Je ne peux rien dire et on ne m'a pas demandé mon avis. On ne contrarie pas la présidente des États-Unis d'Amérique. Papa aurait sans doute voulu être avec maman en Californie, j'en suis sûre. On n'a pas respecté ses dernières volontés. Pas normal. Alors, il faut savoir que, vous avez compris, en 2030, eh bien, il s'agit d'une présidente aux États-Unis. Voilà, donc, et puis il décrit merveilleusement bien l'enterrement de son père, qui est finalement envahi par toutes les célébrités qui ont pris le pouvoir de ce recueillement. Voilà, donc c'est très très beau. Très très beau à lire et c'est pas non plus très triste, hein, c'est pas du tout triste, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'informations comme ça qui sont données vraiment avec délicatesse, voilà, sur l'avenir qui nous attend peut-être, qui sait. Les vagues ne meurent jamais de Pierre Grand-Dufay. Donc voilà encore, merci Marie-Blanche pour ça. Martine Cadéo qui est là, qui nous dit donc magnifique Marie-Blanche, merci. Alexia qui nous dit aussi Merci ça donne. Martine. Voilà, donc Alexia Jean qui nous dit aussi ça donne envie de lire. Donc là, elle rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure sur le livre de Serena. Ça fait un moment que je vois passer ces livres. Donc effectivement, le livre de Serena Giuliano, pardon, le livre Luna. Voilà. Et je rappelle, hein, bien sûr, pour les personnes qui sont présentes ce soir, que Pierre Grand-Dufay sera avec nous mardi prochain à 18h30 pour parler donc de ses romans. Oui, alors ne loupez pas ce live, vous allez être passionnés, j'en suis sûre. Merci. Alors, dans la même thématique, alors là, on parlait de l'amour d'un fils pour son père. Et bien là, ça va être l'amour d'un fils pour sa mère avec Jusqu'où va l'amour de Jacques-Laurent Amar. Et c'est aux éditions Rédactives, les fameuses éditions hein, que j'affectionne particulièrement. Voilà. Alors là, je me suis régalée. Ça a même été mon coup de cœur dans la presse, dans le journal La Provence. Parce que c'est un livre qui m'a surpris. Une fin complètement déroutante. Voilà, je peux vous le dire, j'ai été complètement déroutée par la fin. Je ne m'y attendais absolument pas. Parce qu'il faut savoir qu'à force de lire, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je devine souvent les fins et bon, j'essaye d'être surprise. Mais là, je peux vous dire que vraiment, j'ai été complètement déroutée. Alors, on est dans les années 80. C'est l'histoire de Skippy. Alors moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça correspond un peu à ma génération. Donc Skippy dans les années 80 avec ses copains de collège, d'école. Ils sont tous là ensemble. Ils ont les mêmes goûts musicaux que j'ai pu avoir. Ils ont les mêmes jeux que j'ai pu avoir. Donc je m'y suis beaucoup retrouvée. Et ce jeune homme, donc il est comme un petit mari avec sa mère qui est célibataire. Il prend vraiment soin d'elle, Fabrine. Et ils se retrouvent donc tous les deux à vivre ensemble. Et il découvre que sa mère
lui cache quelque chose, il y a un truc. Voilà. Et lui, parallèlement à ça, en regardant une émission de télé un soir, il voit une voyante qui donne la recette pour réaliser des vœux. Un soir, il s'exerce dans sa chambre et puis il se rend compte qu'il a le même pouvoir que cette voyante. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre à profit, il fait des tests, il fait des vœux et il se rend compte que ses vœux se réalisent. Donc ensuite, quand il a l'impression que sa mère est fatiguée, qu'elle lui cache quelque chose, peut-être même une grave maladie, eh bien, il va tout faire pour que ses vœux puissent sauver et aider sa mère. Voilà. Alors, à vous de découvrir ce livre qui est très, très bien écrit, une très jolie plume, et puis un suspense, une intrigue. Et comme je vous le dis encore, vous allez être complètement dérouté par la fin. J'ai pleuré, hein. Je peux vous dire, j'ai pleuré. Voilà, c'est vraiment un livre merveilleux. Alors, je rejoins ce que tu dis sur La Petite Larme. C'est vrai que c'est le premier roman qui m'a fait verser ma petite larme, justement, quand je suis arrivé. Il y a un moment dans le livre, effectivement. Ah, vraiment, hein, c'était... Et je rejoins effectivement Thalie qui dit un livre fabuleux de notre ami Jacques-Laurent Amar. Voilà, aux éditions Rédactives. Alors, c'est le chapitre 3, une drôle de farce. Skip n'en revenait toujours pas. Depuis 2 jours, il ne pensait qu'à ça. Était-ce le hasard ou bien son vœu? Avait-il vraiment été entendu? Par quoi? L'univers? Son ange gardien? Lorsqu'il était arrivé au collège ce matin-là, il s'était dirigé comme d'habitude vers le préau où son petit groupe se trouvait la plupart du temps. De loin, il avait vu Morgane plongée comme toujours dans un bouquin, Lucas dégustait un croissant et Nat, avec sa légendaire bonne humeur, semblait vouloir lui en piquer un morceau en riant. Skip avait tendu le cou à la recherche de Nina sans parvenir à la voir, et l'impossible s'était produit. Il avait senti 2 mains chaudes se poser délicatement sur ses paupières, et le rire de Nina s'était envolé dans son dos. Puis les doigts de la jeune fille étaient descendus sur ses épaules pour le faire brusquement pivoter. À peine avait-il croisé le regard de Nina, à peine son cœur avait-il eu le temps de descendre dans ses chaussures et de remonter dans sa gorge avec l'étrange vertige d'un manège à sensations fortes, qu'elle avait posé ses lèvres sur les siennes sans la moindre hésitation, avant d'ajouter une phrase sans queue ni tête, débitée à une vitesse folle. Tu pourras y repenser toute la journée que moi, mais je n'avais aucune idée de la façon de t'expliquer que plein de choses, et toi? Essayant de se ressaisir, elle l'avait regardé un peu gênée avant de prendre une grande inspiration, comme si elle était sur le point de participer à un record d'apnée. Et ce n'est pas dans les bras glacés de l'océan qu'elle s'apprêtait à plonger, mais dans l'abyssale profondeur de son courage. Alors, juste avant de partir, elle avait murmuré « Bref, si toi aussi tu as envie de sortir avec moi », Skip l'avait regardé s'éloigner de quelques pas, sans parvenir à dire un mot, puis il avait crié son prénom. Le regard s'était cherché, mélangeant mille craintes et autant de certitudes. Alors, dans le silence de l'instant, il s'était compris. Dans la cour de récréation, le monde semblait continuer de tourner normalement. Personne n'avait remarqué qu'un feu d'artifice venait d'exploser, une déflagration silencieuse qui n'était audible que par eux. Voilà, une très belle description d'amour d'adolescent, d'un premier baiser. J'ai trouvé ça vraiment magique, magique. C'est vrai, oui. Je rejoins encore une fois, c'est un livre très très beau que je vous invite à lire. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que les éditions Rédactives, c'était une belle maison d'édition. Et d'ailleurs, je suis heureux, puisqu'elle est là, Thalie Bagnères, que sur l'ensemble du mois de février, la maison Rédactive sera mise à l'honneur avec un live 2 fois par semaine, avec tous les auteurs de Rédactive. Donc, Jacques-Laurent Amar en fera partie, Thalie Bagnères qui est passée déjà. Donc vraiment, merci à tous et surtout merci à toi, Marie-Blanche, de parler de ce très beau roman. Oui, et puis je chroniquerai le dernier livre de Thalie Bagnères que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire parce que j'ai une pile à lire vraiment conséquente et j'ai hâte de lire la suite donc le livre c'est Après son ombre
Et j'ai vraiment hâte de lire la suite des aventures des héroïnes de Tali Bannière. Donc, je reviendrai très vite faire des chroniques et j'en parlerai peut-être lors d'un prochain live avec grand plaisir. Eh bien, écoute, on t'attend, effectivement. Hein. Tu viens faire des lives quand tu veux. Alors là, j'enchaîne avec un énorme coup de cœur. C'est une série donc avec le grand Éric Emmanuel Schmitt. C'est aux éditions Albin Michel. J'ai eu le bonheur de le rencontrer en personne à Aubagne. Je me suis procuré donc les 2 tomes, Paradis perdu et La porte du ciel. Il faut savoir que ça fait des années, 30 ans qu'il a ce projet, et d'écrire une histoire d'amour, d'amour éternel en fait, au fil du temps, depuis l'époque préhistorique à nos jours. Ce sera en 8 volumes. Donc, il en a écrit 2, les 2 premiers, puisqu'il y a eu le confinement en presque 1 an, mais là, il dit qu'il prendra un peu plus de temps pour la suite. C'est bien dommage, parce qu'on est tous en attente. Et donc, le premier, ça s'appelle Paradis perdu, et là, on découvre 2 personnages qui vont être phares, c'est Noam et Noura. Noam, donc, qui est en fait, on va dire, l'équivalent de Noé, hein, voilà, dans la Bible. Et Noam, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il découvre le monde, il découvre la vie, et il va tomber amoureux de Noura. Et ils vont se retrouver dans une clairière, la foudre va les, va les traverser, et ils vont avoir l'immortalité. L'immortalité qui vont faire que ces 2 personnages vont traverser le temps jusqu'à maintenant et vont se chercher pendant tout ce temps. Alors le premier volume, Noam et Noura se perdent et on est dans la période de la préhistoire. Et le deuxième volume, donc qui s'appelle La porte du ciel, on est là en Mésopotamie, un petit peu plus tard, à l'époque de la tour de Babel, avec avec le roi Nemrod, la reine Koubaya, voilà, ça me semble bien. Et là aussi, on suit non seulement l'histoire à travers le personnage de Noam, mais aussi à travers Noura, et ils se perdent, se retrouvent, et Noam aime pour l'éternité. Et là, on peut le dire, puisqu'ils sont immortels, ils sont les seuls immortels. Il y a un 3e personnage qui est immortel. Et donc, je ne vais pas dire pour donner du suspense, et qui là aussi tourne autour et qui va être un peu le personnage, on va dire, maléfique, qui va mettre un peu du suspense dans cette ambiance-là. Et on voit cet homme Noam qui va avoir des enfants, qui va voir mourir ses enfants, qui va évoluer. Écoutez, c'est vraiment une plume, on ne peut pas dire vraiment somptueuse, Éric Emmanuel Schmitt. Je suis vraiment en attente de la suite. Regardez, ce sont des gros volumes, mais je peux vous dire que c'est très addictif. Vous ne quittez pas le livre une fois que vous l'avez. Vous avez envie de suivre Noam et Noura jusqu'à la fin des temps, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, c'est un très beau livre, une très belle aventure. 8 volumes, j'en ai déjà lu 2. J'attends les 6, mais on en a pour au moins 3-4 ans. Sachez qu'il est prévu de faire une série télévisée. Déjà, c'est en demande, mais Éric Emmanuel Schmitt préfère avoir fini d'écrire avant que la série soit faite. Voilà. Merci beaucoup, donc Marie-Blanche. Tu nous lis un extrait également de celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est du tome 1 ou du tome 2. Je ne sais pas. Oui, pardon. Oui, je l'ai préparé en plus. Bien sûr. C'est le tome 2. Allez. Nous t'écoutons. Merci à toi, Marie-Blanche. Alors, donc c'est Noam qui cherche Noura. Durant ses errances interrompues, il est avec son chien Rocco. Nous goûtions, Rocco et moi, la même joie farouche parce que nous avions une mère commune, la nature. Je devais tout voir, il devait tout renifler. Nous ne parcourions pas les lieux identiques. Il traversait une forêt olfactive, je traversais une forêt spectaculaire. Je bénéficiais d'une ouïe aiguisée, tandis que je devenais une pupille qui vénérait l'univers. Rocco devenait son nez et lui rendait un hommage continuel. Noura, où es-tu?
parcourir le monde entier pour tout retrouver. Ce monde, quelle dimension lui attribuer? Nous jaugions alors les choses à partir de l'individu, notre corps constituant l'unité de mesure, pouce, coude, pied, foulée. Nous projetions des distances humaines. L'autre mesure venait de l'œil. Si nous observions le lointain, nous nous heurtions à une limite, celle du visible. Qu'y avait-il derrière ce que l'on voyait? Y avait-il seulement quelque chose? Oui, puisque l'horizon se retirait en même temps qu'on avançait. On ne le touchait pas, on le repoussait. Enjambées et regards se complétaient. Mes pieds m'avaient informé que la terre ne se bornait pas à ce que mes yeux embrassaient, que mes mouvements m'amèneraient demain à rallonger le paysage. L'invisible se réduisait à du non encore vu. Noura, où es-tu? Voilà. Et il la cherche et il la retrouve et ils se reperdent et voilà, c'est tout le long comme ça. Et en même temps, on traverse toute l'histoire de la Mésopotamie, de la tour de Babel. C'est vraiment. Alors, en plus, il faut savoir que l'auteur nous met des fois des références à ce qu'il est allé chercher, comme dans l'histoire, à des références à la Bible, à tous les livres. Voilà, c'est vraiment un travail de recherche inouï. Très, très beau livre. Merci Marie-Blanche. Donc Eric Emmanuel Schmitt, effectivement, qui est un très grand auteur, hein, qui est souvent chroniqué sur le groupe d'ailleurs. Ah oui, moi j'adore ces livres. Hein. J'ai toujours aimé ces livres, L'Enfant de Noé. Vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé. Mais alors cela, je pense que c'est le summum de ce qu'il a pu écrire pour l'instant. Hein. De toute façon, il y en aura d'autres, certainement. Oui, sûrement. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors pour finir, eh bien, je vais vous parler de ma vision de l'amour à travers Chloé, mon personnage dans Le Manteau du ciel. Voilà, ben, c'est un livre qui parle d'amour et d'amour pour tous. Alors, c'est pour ça que ça peut un peu conclure, hein, l'amour sous toutes ses formes. Donc, l'essentiel, peu importe qui on aime, l'essentiel, c'est bien sûr d'aimer. Hein, le sentiment d'aimer est un sentiment qui fait tellement du bien à l'intérieur du corps. Voilà, même si on n'est pas aimé, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de donner cet amour et de la voir au fond de nous. Je pense que c'est vraiment le bonheur absolu quand on aime. Donc, c'est l'histoire peut-être que je vous l'avais dit lors d'un précédent live, de Chloé, qui est une jeune veuve, hein, de 40 ans et qui se retrouve, bien malgré elle, veuve, et qui découvre dans sa nouvelle maison de vacances, là où elle est installée, et que maintenant elle a un travail, elle est dans les Hautes-Alpes, elle a trouvé un boulot, et donc elle s'installe dans la maison de vacances qu'elle avait, où elle allait avec son mari, quand il était encore en vie. Et un jour, en rangeant un placard, elle bute sur un objet et elle découvre le journal intime de son défunt mari. Dans ce journal, à l'intérieur, il y a le discours d'un jeune homme de 12 ans qui exprime un profond mal-être et qui s'apprête à révéler un secret. Et au moment où il va révéler ce secret, eh bien, il manque des pages. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle va recevoir au compte-gouttes, comme ça, au bout de peut-être 2-3 semaines, elle arrive un soir et elle voit dans sa boîte aux lettres une enveloppe jaune dans laquelle il y a un pli manquant. Et elle va continuellement, comme ça, recevoir toutes les semaines régulièrement les feuilles manquantes de ce journal intime. Alors, elle va mener une enquête entre sa maison de vacances et son ancien lieu de résidence qui est La Ciotat, pour essayer de découvrir qui était finalement l'homme qui a partagé sa vie pendant 15 ans et quel était ce profond mal-être. Donc, en même temps, elle va rencontrer des personnages nouveaux. Gina, qui est la secrétaire, qui est une femme pétillante, époustouflante, croqueuse d'hommes, qui va lui apporter beaucoup de vitamines dans sa nouvelle vie qu'elle a. Elle va aussi retomber sur une ancienne connaissance qu'elle avait, vivre un petit moment d'amour avec cette personne. Et puis, peut-être rencontrer l'amour aussi. Hein, voilà, à vous de le découvrir dans ce livre. Alors, je vais juste vous lire le début pour vous préciser un petit peu l'état d'esprit de Chloé au début, puis vous montrer que l'évolution, ce personnage va évoluer finalement. Donc, c'est les 2 premières pages, même pas la première page. Nathan est mort. 3 mots. Une simple phrase dont le sens est désormais l'essentiel de ma vie. À première vue, ça ressemble au titre d'un livre, ou mieux, à la première ligne de L'étranger d'Albert Camus,
quand Meursault, le narrateur, raconte « Aujourd'hui, maman est morte ». En réalité, il ne connaît pas exactement le jour de son décès, alors il s'interroge. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée. Enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. En ce qui me concerne, il m'a fallu 4 mois pour me rendre compte que mon mari était mort. Et à présent, à 40 ans, moi, Chloé Bardon, je suis veuve depuis 5 ans. Une belle histoire, un merveilleux petit garçon, Loris, et puis voilà que tout s'arrête avec 15 ans d'amour dont je ne savais plus quoi faire, qui tombait dans le vide. Persuadée que nous avions réussi à trouver la voie qui nous menait au bonheur, que nous étions une famille heureuse, notre réalité n'était que souffrance, et je l'ai compris trop tard. Depuis l'enfance, je me suis créé un monde synthétique, un refuge idéal, un intérieur sacré dans lequel j'ai tout puisé pour croire, une fois adulte, que je pouvais atteindre le bonheur, quoi qu'il advienne. Avec cette ambition, mariée à l'homme de ma vie, je n'ai pas soupçonné les nuages gris qui ont entouré progressivement mon quotidien. Je les ai laissés embrumer mes jours, en niant les évidences, en n'attendant pas bien. Ils sombraient dans l'alcoolisme en buvant de plus en plus souvent et intensément. Pour quelle raison? Je me suis interrogée maintes et maintes fois, de longues nuits, seule, dans mon lit froid, déserté par celui qui se détruisait dans un bar. Perdu, je doutais de ses sentiments. M'aime-t-il toujours? Me cache-t-il quelque chose? Qu'attend-il vraiment de moi? Pourquoi a-t-il changé depuis quelque temps? Bref, sans avoir eu le temps de vaincre ma pudeur et de lui balancer mes interrogations, j'ai appris qu'il était parti pour toujours, mais en différé. Au début de notre mariage, même si parfois je trouvais Nathan silencieux et triste, je me plaisais à croire que nous pouvions des jours heureux. Mais ces dernières années, j'ai réalisé trop tard que l'alcool prenait le contrôle de sa vie, à nos dépens, son fils et moi. Car tout a commencé en douceur, 2 ans avant sa mort. Et puis voilà. Merci beaucoup, Marie-Blanche. Donc, c'est ton roman, Le manteau du ciel. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et d'ailleurs, je tiens à te lire le commentaire de Didier Kimel, si j'écorche pas son nom, qui dit « Marie-Blanche possède un talent certain pour parler avec passion et sensibilité des livres qu'elle nous fait découvrir et parvient à nous donner envie de les lire. Chronique très utile, bravo et merci. » Voilà, merci, Didier Kimel. Merci pour ce joli retour. Voilà, ben écoute, merci à toi Marie-Blanche. Donc pour ceux qui nous rejoignent, ils sont nombreux, hein, Eva Kopp qui est là, Lorenza, j'ai vu est là, Dominique Guénin qui sont là aussi. On te reçoit ce soir dans le cadre de l'ouverture des Nuits de la lecture qui se déroule donc du 20 au 23 janvier en partenariat avec le ministère de la Culture. C'est la 6e édition et le thème cette année c'est Aimons toujours, aimons encore, d'où tous ces livres sur le thème de l'amour que tu as pu nous présenter ce soir. Encore une fois, merci Marie-Blanche. Pour ça, comme je rejoins Didier, c'est vrai que tu nous donnes envie de lire les livres. Et donc vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Continuez à lire, continuez à vous aimer. Propageons l'amour de la lecture, l'amour tout court. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, surtout en ce moment. Si on peut s'évader par la lecture, eh bien, profitons-en. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre à 2-3 questions. Alors, je ne sais pas si vous en avez, si vous avez 1 ou 2 questions à poser à Marie-Blanche, puisque voilà, on va bientôt atteindre l'heure de live, d'ici 10 minutes. Donc, je pense qu'on pourra arrêter après. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas si tu veux, toi, rajouter quelque chose par rapport à tout ce que tu nous as dit ce soir. Alors oui, j'ai fait une sélection, mais c'est vrai qu'il y a d'autres livres qui auraient pu se rajouter à ma sélection. Et puis voilà, n'hésitez pas à me proposer vos livres. Alors, je sais que des fois, je mets du temps, mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai beaucoup de livres à lire et que voilà. Donc, mais je fais au mieux à chaque fois et je lis entièrement les livres. Donc, je veux chroniquer une fois que je les ai lus parce que je pense que les émotions sont sincères quand on a lu un livre jusqu'au bout. Voilà. Donc, je pense que c'est important et je préfère vous lire entièrement plutôt que de lire en diagonale, comme certains font, ou de lire le premier chapitre et après faire une chronique. Non, je lis jusqu'au bout et je fais ma chronique après.
Merci Marie-Blanche, tu es formidable, nous dit Martine Cadéo. Bravo, nous dit Eva Cop. Et Tali Bannière qui te remercie encore une fois et qui a dit tout à l'heure dans un de ses commentaires, prends ton temps pour lire son livre et en tout cas, on attend la chronique avec impatience. Mais écoute, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais en tout cas, voilà, encore une fois, merci Marie-Blanche d'être venue nous présenter ces livres dans le cadre des Nuits de la Lecture 2022, pardon, on est déjà en 2022. Donc voilà, vraiment, encore une fois, merci. On te retrouve prochainement, hein, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit sur France Bleu Provence, sur France 3 et également sur le site francebleu.fr pour tes chroniques. Voilà, donc je te laisse le mot de la fin et encore une fois, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Je vous souhaite une belle soirée à tous et puis une bonne année remplie de projets littéraires, de tout ce que vous voulez. Hein. Écrivez, lisez, faites-nous plaisir avec tous ces jolis mots. Et voilà, et prenez soin de vous aussi et qu'on retrouve notre vie enfin. Voilà. Voilà. Donc, ça sera sur ces mots-là qu'on va se quitter. Donc, merci encore une fois à tous pour votre présence ce soir. Juste une petite info pour vous dire que la semaine prochaine, même pas ce samedi, nous recevrons toujours sur le thème des Nuits de la Lecture, donc Solène Bakowski qui viendra donc nous présenter ses différents romans, dont son dernier, Rue du Rendez-vous chez Plomb. Voilà, donc ça, ce sera pour samedi prochain à 18h. Donc là, encore une fois, on vous attend nombreux. Marie-Blanche, encore une fois, merci beaucoup. Passe une bonne soirée et nous on se dit donc à très bientôt. Merci Marie-Blanche. Merci Florian, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt, au revoir.